Une jeune médecin aide une petite fille perdue à l'aéroport, sans savoir qu'elle appartient à l'homme puissant qui l'avait autrefois humiliée. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres du bureau directorial de l'hôpital Saint-Louis. Élise Moreau serrait ses dossiers contre sa poitrine, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Derrière le bureau massif en acajou, Julien Beaumont la regardait avec un mélange de mépris et d'indifférence glaciale. « Vous osez me dire comment gérer mon hôpital ?» La voix de Julien était basse, dangereusement calme. Ses yeux gris acier fixaient Élise comme si elle était un insecte insignifiant. « Vous, une simple médecin urgentiste, vous pensez en savoir plus que moi sur la gestion hospitalière ?» Élise releva le menton, refusant de se laisser intimider malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Monsieur Beaumont, ce n'est pas une question de gestion, c'est une question de vies humaines. La réduction du personnel de nuit met nos patients en danger. La semaine dernière, nous avons failli perdre un patient en arrêt cardiaque parce qu'il n'y avait personne disponible pour... Assez !» Julien se leva brusquement, sa stature imposante dominant la pièce. À 38 ans, vêtu d'un costume Armani parfaitement taillé, il incarnait le pouvoir et l'arrogance. « Vous êtes licencié, docteur Moreau. Effective immédiatement. » Le monde d'Élise bascula. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dénoncé des pratiques dangereuses. C'est mon devoir de... Je peux faire tout ce que je veux. » Julien contourna son bureau, s'approchant d'elle avec une lenteur calculée. « Et je vais m'assurer personnellement que vous ne travaillez plus jamais dans aucun établissement privé de cette ville. Peut-être apprendrez-vous à ne pas mordre la main qui vous nourrit. » Les larmes brûlaient les yeux d'Élise, mais elle refusa de les laisser couler devant cet homme. « Vous savez ce qui est tragique, monsieur Beaumont? Que quelqu'un avec autant de ressources choisisse d'utiliser son pouvoir pour écraser ceux qui essaient simplement de bien faire leur travail. Sortez de mon bureau, maintenant. » Élise tourna les talons, ses jambes tremblantes la portant à peine jusqu'à la porte. Dans le couloir, ses collègues détournèrent le regard, trop effrayés pour croiser ses yeux. La nouvelle s'était déjà répandue. Personne ne voulait être associé à la médecin qui avait osé défier Julien Beaumont. En vidant son casier 1 heure plus tard, Élise sentit enfin les larmes couler librement sur ses joues. 8 ans d'études, 3 ans de résidence, tout son travail acharné, anéanti en quelques minutes par l'ego d'un homme qui voyait les patients comme des chiffres dans un tableur. 6 mois avaient passé depuis ce jour terrible. Novembre était arrivé avec son cortège de pluie froide et de cieux gris qui semblaient refléter l'état d'esprit d'Élise. Assise dans le RER bondé de la ligne B, elle regardait défiler les lumières floues de Paris à travers la vitre embuée, son uniforme de serveuse froissée sous son manteau élimé. Le restaurant où elle travaillait maintenant, un petit bistrot près de la place de Clichy, était loin du monde médical qu'elle avait tant aimé. Ses mains, autrefois habiles à poser des perfusions et à suturer des plaies, sentaient maintenant la graisse de friture et le désinfectant bon marché. Chaque soir, en rentrant dans son studio minuscule du 19e arrondissement, elle se demandait comment sa vie avait pu basculer si rapidement. La gare du Nord était noire de monde ce soir-là. Élise descendit du train à 22h30, épuisée après un double shift de 13 heures. Ses pieds la faisaient souffrir, et tout ce qu'elle voulait, c'était s'effondrer sur son lit et oublier cette journée interminable. C'est alors qu'elle l'entendit. Un petit sanglot étouffé près des escalators. Son instinct médical, jamais vraiment endormi malgré tout, la fit s'arrêter net. Elle scruta les alentours et repéra une petite silhouette recroquevillée contre un pilier, presque invisible dans l'agitation de la gare. Une fillette d'environ 7 ans, ses cheveux châtains emmêlés cachant partiellement son visage, pleurait silencieusement, ses petits poings serrés contre sa poitrine. Élise s'approcha doucement, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Bonjour ma belle, tu es perdue ?» La fillette leva vers elle de grands yeux noisettes remplis de larmes. « Je ne trouve plus mon papa. On était dans le train, et j'ai vu un chien, et je suis descendue pour le regarder, et... » Sa voix se brisa en sanglots. « Hey, ça va aller !» Élise sortit un mouchoir propre de son sac et essuya délicatement les joues de la petite. « Comment tu t'appelles ?»« Chloé. »« Enchantée, Chloé. Moi, c'est Élise. » Elle remarqua que l'enfant frissonnait dans son manteau de laine, pourtant visiblement coûteux. « Tu as froid ? Viens, on va trouver un endroit où s'asseoir et appeler ton papa, d'accord ?» Chloé hocha la tête, glissant spontanément sa petite main dans celle d'Élise. Ce geste simple, cette confiance immédiate, fit quelque chose se serrer dans la poitrine d'Élise. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie utile, qu'elle n'avait pas pu aider quelqu'un.
Elle guida Chloé vers un café encore ouvert dans la gare. Comptant les quelques euros qui lui restaient dans son portefeuille, l'argent qu'elle avait mis de côté pour son loyer, elle commanda un chocolat chaud pour la fillette. « Ton papa a un téléphone? Tu connais son numéro ?» Chloé secoua la tête, ses lèvres tremblantes autour de la tasse chaude. « Je ne me souviens plus. Il y a trop de chiffres. » Élise resta avec Chloé pendant plus d'1 heure, essayant de garder la fillette calme pendant qu'elles attendaient l'arrivée de la police. La gare du Nord grouillait toujours de monde malgré l'heure tardive. Des voyageurs pressés traversèrent le hall monumental avec ses imposantes colonnes et ses statues allégoriques surplombant l'entrée. Mais dans leur petit coin du café, le monde semblait s'être rétréci à juste elles deux. « Ma maman est au ciel », murmura soudainement Chloé, fixant le fond de sa tasse vide. « Papa dit qu'elle nous regarde et qu'elle nous aime toujours. Mais j'ai peur qu'elle soit déçue que je me sois perdu. » Le cœur d'Élise se serra douloureusement. Elle passa doucement sa main dans les cheveux emmêlés de la petite. « Je suis absolument certaine que ta maman est très fière de toi, Chloé. Tu as été tellement courageuse ce soir. Et tu sais quoi? Tu as été très intelligente de rester au même endroit. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on est perdu. Vraiment. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent légèrement. « Vraiment. » Élise sourit, sentant cette vieille sensation familière, celle d'être utile, de pouvoir soulager la peur de quelqu'un. Elle avait tellement manqué ça. Et je parie que ton papa est en train de te chercher partout en ce moment. Il doit être très inquiet. Papa s'inquiète tout le temps, soupira Chloé avec une sagesse qui semblait bien trop vieille pour ses 7 ans. Depuis que maman est partie, il travaille tout le temps. Il dit que c'est important, mais parfois j'aimerais qu'il joue plus avec moi. Avant qu'Élise puisse répondre, une agitation soudaine éclata près de l'entrée principale. Des voix s'élevaient, des agents de sécurité se précipitaient, puis, émergeant de la foule comme une tempête en costume sur mesure, Élise vit un homme grand aux cheveux noirs légèrement décoiffés, son visage déformé par la panique. Son sang se glaça. Julien Beaumont. « Chloé !» Sa voix résonna dans toute la gare, brisée par l'angoisse. Chloé bondit de sa chaise. « Papa !» Tout se passa très vite. Julien traversa le café en quelques enjambées puissantes, tombant à genoux devant sa fille et l'enveloppant dans ses bras avec une intensité désespérée. « Mon Dieu, Chloé, mon bébé, j'ai cru... » Sa voix se brisa complètement. Élise resta pétrifiée, invisible pour le moment, observant cet homme qu'elle haïssait étreindre sa fille comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Les mains de Julien tremblaient en caressant les cheveux de Chloé. Son visage habituellement dur et distant était maintenant ravagé par les larmes qu'il n'essayait même pas de cacher. « Je suis désolée, papa », sanglotait Chloé contre sa poitrine. « J'ai vu un chien et je voulais juste le regarder et... » « Chut, ce n'est rien. Tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. » Julien l'embrassa sur le front, encore et encore, comme s'il devait se convaincre qu'elle était vraiment là. Puis ses yeux se levèrent, cherchant probablement à remercier celui ou celle qui avait veillé sur sa fille. Son regard tomba directement sur Élise. Le temps s'arrêta. La reconnaissance frappa Julien comme un coup de poing dans l'estomac. Ses yeux gris s'élargirent, toute couleur quittant son visage déjà pâle. « Docteur ?» « Moreau ?» Élise se leva lentement, son corps entier tendu comme une corde de violon. Elle ne dit rien, se contentant de le regarder avec une expression indéchiffrable. Toute la colère, toute l'humiliation des 6 derniers mois remontaient à la surface comme une vague brûlante. « Vous connaissez Élise, papa ?» La voix innocente de Chloé brisa le silence pesant. « Elle a été tellement gentille. Elle m'a acheté un chocolat chaud et elle est restée avec moi tout ce temps. J'avais si peur, mais elle m'a dit que j'étais courageuse. » Julien ne pouvait détacher son regard d'Élise. 1000 pensées semblaient traverser son esprit. Incrédulité, confusion et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la honte. Il se redressa, Chloé toujours accrochée à lui. « Docteur Moreau, je ne sais pas comment... » « Il n'y a rien à dire, monsieur Beaumont. » La voix d'Élise était froide, clinique. N'importe qui aurait fait la même chose. « Votre fille est en sécurité. C'est tout ce qui importe. » Elle se tourna pour partir, ramassant son sac usé. « Attendez !» La main de Julien se tendit instinctivement, mais il s'arrêta avant de la toucher. « S'il vous plaît, je dois vous remercier. Vous... » Il déglutit difficilement, ses mâchoires se serrant. « Après ce que je vous ai fait, vous auriez pu simplement passer votre chemin. Mais vous êtes resté avec elle. Pendant des heures. J'ai fait ce que n'importe quel être humain décent ferait, » coupa Élise, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester calme. Contrairement à certaines personnes,
Je ne laisse pas mes ressentiments personnels affecter ceux qui ont besoin d'aide, surtout pas un enfant innocent. Le coup porta. Julien encaissa, baissant les yeux. Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Pourquoi tu es triste, papa? Chloé regardait son père avec inquiétude. Puis Élise. Élise, pourquoi mon papa a l'air si triste? Élise sentit sa résolution vaciller face aux grands yeux innocents de Chloé. Elle s'agenouilla une dernière fois devant la fillette, forçant un sourire. Ton papa a juste eu très peur de te perdre, ma belle. Mais maintenant, tout va bien. Tu vas rentrer à la maison avec lui, d'accord? Tu viendras nous rendre visite? Demanda Chloé spontanément, attrapant la main d'Élise. Papa pourrait t'inviter à dîner, pour dire merci. Il fait toujours ça quand quelqu'un est gentil, n'est-ce pas, papa? Julien ouvrit la bouche puis la referma. Il regardait les mains jointes de sa fille et d'Élise, la femme qu'il avait détruite tenant tendrement la main de son enfant. Oui, dit-il finalement, sa voix rauque. Oui, ce serait la moindre des choses. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, répondit doucement Élise, dégageant sa main avec précaution. Prends soin de toi, Chloé. Elle se redressa et cette fois elle partit vraiment, ses pas résonnant sur le sol de marbre de la gare. Derrière elle, elle entendit Chloé demander « Pourquoi elle ne veut pas venir, papa? Elle est fâchée contre nous ?» La réponse de Julien fut trop basse pour qu'elle l'entende, mais Élise n'avait pas besoin de l'entendre. Elle connaissait déjà la vérité. Certaines actions ne pouvaient pas être effacées par un simple merci ou un dîner de politesse. En sortant dans la nuit froide de novembre, Élise sentit enfin les larmes qu'elle avait retenues pendant toute cette rencontre couler librement sur ses joues. Le destin avait un sens de l'humour cruel, la forcer à sauver la fille de l'homme qui avait ruiné sa vie. Les 3 jours qui suivirent furent parmi les plus étranges de la vie d'Élise. Elle tentait de reprendre sa routine habituelle, ses shifts interminables au bistrot, ses trajets épuisants dans le RER bondé, ses nuits dans son studio où le radiateur fonctionnait à peine, mais son esprit ne cessait de revenir à cette nuit à la gare du Nord. Le visage de Chloé hantait ses pensées. Cette petite fille qui avait perdu sa mère et qui semblait si seule malgré la richesse évidente de sa famille. Et Julien. Le Julien qu'elle avait vu cette nuit-là était très différent de l'homme arrogant qui l'avait licencié 6 mois auparavant. La terreur brute dans ses yeux, les larmes qu'il n'avait pas essayé de cacher, la façon dont ses mains tremblaient en tenant sa fille. « Élise, table 7 !» La voix agacée de son patron la ramena brusquement à la réalité. Elle saisit son plateau et se força à sourire au client, même si chaque muscle de son corps protestait contre les longues heures debout. C'était un jeudi soir ordinaire au bistrot La Petite Tasse, près de la place de Clichy. L'établissement était bondé de travailleurs parisiens qui cherchaient à se détendre après leur journée. L'air était épais de fumée de cigarettes et de conversations animées. Élise slalomait entre les tables, prenant les commandes, servant les plats, vidant les cendriers. Elle venait de poser une assiette de steak frites devant un client quand la porte du bistrot s'ouvrit. Une bouffée d'air froid de novembre entra, et avec elle une silhouette que son corps reconnut avant même que son cerveau ne l'identifie. Julien Beaumont se tenait dans l'entrée, complètement déplacé dans son long manteau en cachemire noir, au milieu des habitués en veste de travail. Ses yeux scannèrent la salle jusqu'à ce qu'ils trouvent Élise, et quelque chose dans son expression, de la détermination mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'appréhension, lui coupa le souffle. « Merde !» murmura-t-elle. Il s'approcha ignorant les regards curieux des autres clients. « Docteur Moreau, puis-je vous parler un moment ?» Le patron d'Élise, M. Arnaud, apparut immédiatement derrière le comptoir, ses sourcils froncés. « Y a un problème ici ?»« Aucun problème, » répondit Julien sans quitter Élise des yeux. « J'ai besoin de parler à votre employé. C'est personnel. Élise est en plein service. Si vous voulez commander quelque chose, asseyez-vous. Sinon, je paierai pour son temps. » Julien sortit son portefeuille et en tira plusieurs billets de 100 €, les posant sur le comptoir. Cela couvrira-t-il une pause de 20 minutes? Le silence tomba dans le bistrot. Monsieur Arnaud regarda les billets, puis Julien, puis Élise. « 20 minutes !» grogna-t-il finalement, empochant l'argent. Élise suivit Julien à l'extérieur, la colère bouillonnant dans sa poitrine comme de l'eau en ébullition. Dès qu'ils furent sur le trottoir, loin des oreilles indiscrètes, elle explosa. « Comment osez-vous? Comment osez-vous venir ici, dans mon lieu de travail, et acheter mon temps comme si j'étais une marchandise? Je sais. » Julien leva les mains en signe d'apaisement, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. « Je sais que c'était inapproprié, mais vous ne répondiez pas à mes appels. Vous avez ignoré mes messages, et je... » Il passa une main frustrée dans ses cheveux.
Je devais vous parler. Je n'ai rien à vous dire, monsieur Beaumont. Mais moi, j'ai beaucoup à vous dire. Il la regarda avec une intensité qui la déstabilisa. Chloé n'a pas arrêté de parler de vous ces 3 derniers jours. Elle demande constamment quand elle pourra revoir la gentille dame de la gare. Elle a même dessiné un portrait de vous. Malgré elle, Élise sentit son cœur se serrer. Chloé est une enfant adorable, mais cela ne change rien entre nous. Je sais. Julien baissa les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement. Ce que je vous ai fait, docteur Moreau, il n'y a aucune excuse. J'étais arrogant, cruel et complètement aveugle. Vous essayez de faire votre travail, de protéger les patients et je... Sa voix se brisa. Je vous ai détruite pour protéger mon ego. C'était la dernière chose qu'Élise s'attendait à entendre. Elle resta figée, incapable de parler. Après la mort de ma femme il y a 2 ans, je me suis jeté dans le travail, continua Julien, ces mots se déversant maintenant comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. L'hôpital était devenu mon obsession. Chaque critique, chaque suggestion me semblait être une attaque personnelle. Je ne voyais que les chiffres, les bénéfices, l'efficacité. J'avais oublié que ces chiffres représentaient des vies humaines. Les lumières du bistrot derrière eux projetaient des ombres dansantes sur son visage, et Élise pouvait voir la sincérité brute dans ses yeux gris. « Quand j'ai vu Chloé dans vos bras cette nuit-là, poursuivit-il doucement, quand j'ai réalisé que vous, la femme dont j'avais détruit la carrière, aviez passé des heures à veiller sur ma fille, avec une gentillesse que je ne méritais absolument pas. Ça m'a brisé quelque chose à l'intérieur. Cela m'a forcé à voir le monstre que j'étais devenu. Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» La voix d'Élise tremblait dangereusement. « Parce que je veux réparer mes erreurs. » Julien sortit une enveloppe de sa poche. « Votre ancien poste à l'hôpital Saint-Louis vous attend, si vous le souhaitez, avec des excuses complètes, une compensation pour les 6 mois perdus et une lettre de recommandation qui effacera toute trace négative de votre dossier. » Élise fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. « Vous pensez que l'argent peut tout arranger ?» Non. Sa réponse était ferme, sans hésitation. « L'argent ne peut pas effacer ce que je vous ai fait. Rien ne le peut. Mais c'est le minimum que je puisse faire. Vous êtes une médecin brillante, docteur Moreau. Paris a besoin de médecins comme vous. Mes patients, il se corrigea. Nos patients ont besoin de vous. » Le vent froid soufflait entre eux, portant les sons de la ville, les klaxons des voitures, les conversations lointaines, la vie de Paris qui continuait sans se soucier de ce moment. Élise regardait l'enveloppe, puis Julien, son esprit en guerre avec lui-même. « Je veux aussi vous inviter à dîner, » ajouta-t-il rapidement. « Chez moi. Chloé serait tellement heureuse de vous revoir. Et je... » Il hésita, une vulnérabilité inhabituelle traversant son visage. « J'aimerais avoir la chance de vous montrer que je peux être meilleur que l'homme que vous avez rencontré il y a 6 mois. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » murmura Élise, et c'était la vérité la plus honnête qu'elle ait jamais dite. « Je ne vous demande pas de me pardonner. » Les yeux de Julien brillaient d'une émotion intense. « Je vous demande juste une chance. Pour Chloé, pour les patients, et peut-être pour nous. » Le mot « nous » resta suspendu dans l'air glacé, chargé de possibilités et de dangers. Élise passa le week-end suivant à tourner en rond dans son minuscule studio, l'enveloppe de Julien posée sur la table comme un reproche silencieux. Elle ne l'avait pas ouverte, ne l'avait même pas touchée depuis qu'elle l'avait ramenée chez elle ce jeudi soir. Accepter semblait être une trahison envers elle-même, envers tout ce qu'elle avait enduré. Mais refuser signifiait rester coincé dans une vie qui l'étouffait lentement. Le dimanche après-midi, alors que la pluie battait contre sa fenêtre et que Paris était plongé dans une grisaille typiquement novembrienne, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô? Élise ?» La petite voix de Chloé résonna dans le combiné, chargée d'excitation. « C'est moi, Chloé. Papa m'a laissé t'appeler. Tu viens dîner avec nous ce soir? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Le cœur d'Élise fondit instantanément. « Chloé, ma belle, c'est compliqué. Papa dit que c'est compliqué aussi, mais il dit que les choses compliquées peuvent devenir simples si on essaie. » Il y eut un bruit étouffé, puis la voix de Julien remplaça celle de Chloé. « Docteur Moreau, je m'excuse. Chloé a insisté pour vous appeler elle-même. Je ne voulais pas vous mettre la pression. Vous utilisez votre fille pour me manipuler. » La colère d'Élise était là, mais plus faible qu'avant, comme une flamme qui vacillait. « Non. » La voix de Julien était calme, presque résignée. « Ma fille me rappelle simplement ce qui compte vraiment. Et apparemment, vous comptez beaucoup pour elle. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle a perdu sa mère et qu'elle reconnaît la gentillesse authentique quand elle la voit. Mais si vous venez ce soir, ce sera uniquement si vous le voulez,
Pas pour moi, pour Chloé. Élise ferma les yeux, sentant les dernières barrières de sa résistance s'effriter. D'accord, juste un dîner. Pour Chloé. Le cri de joie de Chloé à l'arrière-plan la fit sourire malgré elle. L'appartement de Julien dans le 16e arrondissement était exactement ce qu'Élise avait imaginé. Élégant, spacieux, avec de hauts plafonds et des fenêtres donnant sur la tour Eiffel illuminée au loin. Mais ce qui l'a surpris, c'était le désordre organisé. Des dessins d'enfants épinglés partout sur les murs, des jouets rangés dans des paniers élégants, des photos de Chloé à différents âges qui dominaient les étagères. Ce n'était pas juste la maison d'un millionnaire, c'était un foyer. Élise! Chloé se précipita vers elle dès qu'elle franchit la porte, l'enveloppant dans une étreinte enthousiaste. « Tu es venue? Je savais que tu viendrais. Regarde, j'ai mis ma plus belle robe, celle avec les fleurs que maman aimait. » Élise s'agenouilla, admirant sincèrement la robe rose pâle ornée de marguerites brodées. « Tu es magnifique, ma belle. Ta maman aurait été très fière de te voir. » Julien se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtu simplement d'un jean et d'un pull en cachemire gris, sans la carapace de ses costumes habituels. Il semblait plus jeune, plus vulnérable. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. Le dîner fut étrangement normal. Julien avait cuisiné lui-même, un bœuf bourguignon maladroit mais sincère qui arracha un sourire à Élise. Chloé monopolisa la conversation, racontant des histoires sur son école, ses amis, son chat nommé Monsieur Moustache, qui refusait de descendre du dessus de l'armoire. Après le dîner, pendant que Chloé regardait un dessin animé dans le salon, Julien invita Élise sur la terrasse. La vue de Paris la nuit était à couper le souffle, des millions de lumières scintillant comme des étoiles terrestres, la Seine serpentant à travers la ville comme un ruban argenté. « Je n'ai jamais remercié ma femme pour ce qu'elle faisait », commença Julien brusquement, les mains serrées sur la balustrade. Isabelle était médecin aussi, une pédiatre brillante. Quand Chloé est née, elle a réduit ses heures pour être plus présente. Je trouvais ça noble, mais un peu gâché. Je pensais qu'elle sacrifiait son potentiel. Élise resta silencieuse, sentant qu'il avait besoin de parler. Elle est morte dans un accident de voiture en revenant d'une urgence à l'hôpital. Sa voix se brisa légèrement. Un conducteur ivre. Elle est partie en 15 minutes. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, de lui dire combien je l'aimais, combien j'appréciais tout ce qu'elle faisait. Je suis désolé, murmura Élise, et elle l'était sincèrement. Après sa mort, je suis devenu obsédé par le contrôle. Si je pouvais tout contrôler, l'hôpital, les finances, chaque détail, peut-être que je pourrais empêcher d'autres tragédies. Mais je suis devenu exactement ce qu'Isabelle aurait détesté. Il se tourna vers Élise, ses yeux gris brillant d'émotions contenues. Quand vous m'avez confronté sur les réductions de personnel, vous aviez raison, complètement raison. Mais je ne pouvais pas l'admettre parce que cela signifiait admettre que j'avais tort, que je perdais le contrôle. Alors vous m'avez détruite pour protéger votre ego, dit Élise sans colère, juste en constatant un fait. Oui, il ne détourna pas le regard. Et je vivrai avec cette honte pour le reste de ma vie. Mais docteur Moreau, Élise! L'utilisation de son prénom la fit tressaillir. Si vous me donnez une chance, je passerai chaque jour à essayer de devenir l'homme que ma femme aurait voulu que je sois. L'homme que Chloé mérite d'avoir comme père. Et peut-être l'homme que vous pourriez respecter. Pourquoi est-ce si important pour vous? Demanda Élise, sa voix à peine audible. Mon respect, je veux dire. Julien fit un pas vers elle, assez proche pour qu'elle puisse voir les petites rides autour de ses yeux, les cicatrices invisibles du chagrin qu'il portait. Parce que la nuit où j'ai retrouvé Chloé, quand je vous ai vu tenant ma fille, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, après tout ce que je vous avais fait, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Que vous êtes exactement le genre de personne que je veux dans la vie de ma fille. Il hésita puis ajouta plus doucement, et peut-être dans la mienne aussi. Le silence s'étira entre eux, chargé de possibilités dangereuses et de blessures non cicatrisées. Élise pouvait sentir son cœur battre douloureusement dans sa poitrine, déchiré entre la colère justifiée et quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux et de plus effrayant. « Je ne peux pas vous pardonner du jour au lendemain », dit-elle finalement. « Je sais. Je ne suis pas sûre de pouvoir jamais vous faire totalement confiance. Je comprends. Mais... » Elle prit une profonde inspiration, sentant qu'elle était sur le point de franchir un point de non-retour. « Je vais accepter votre offre. Je retournerai à l'hôpital Saint-Louis, pas pour vous, pour les patients qui ont besoin de moi. » Un soulagement immense traversa le visage de Julien.
Merci, merci. Et Élise hésita, puis continua courageusement. Je reviendrai dîner. Pour Chloé, elle a perdu sa mère. Si je peux lui apporter un peu de réconfort, alors je le ferai. Et pour moi? Demanda Julien doucement, une vulnérabilité nue dans sa voix. Y a-t-il une chance, même infime, que vous puissiez un jour... Je ne sais pas, l'interrompit Élise honnêtement. Demandez-moi dans 6 mois, ou 1 an, ou 2. Peut-être qu'un jour, je pourrai voir au-delà de l'homme qui m'a licencié. Mais aujourd'hui, je ne peux vous offrir que ça. Julien hocha la tête, et dans ses yeux, Élise vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant chez lui, de l'espoir. Derrière la porte-fenêtre, Chloé les regardait avec un sourire satisfait, comme si elle savait quelque chose que les adultes ne comprenaient pas encore. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Élise avait repris son poste à l'hôpital Saint-Louis. Le retour avait été aussi difficile qu'elle l'avait imaginé. Les regards curieux de ses anciens collègues, les murmures dans les couloirs, les questions non posées qui flottaient dans l'air comme des fantômes. Mais Julien avait tenu parole. Il avait convoqué une réunion complète du personnel médical et, devant tous, avait présenté des excuses publiques pour son erreur de jugement catastrophique et avait réinstauré les effectifs de nuit qu'Élise avait réclamés. Les patients avaient recommencé à affluer et Élise avait retrouvé cette sensation enivrante d'être utile, de sauver des vies, de faire la différence. Ses mains, qui sentaient encore parfois la graisse de friture dans ses cauchemars, tenaient à nouveau des scalpels et posaient des perfusions avec cette précision qu'elle n'avait jamais vraiment perdue. Et il y avait les dîners. Chaque mercredi soir, religieusement, elle se rendait chez Julien et Chloé. C'était devenu leur rituel sacré. Parfois Julien cuisinait, avec des résultats variables. Parfois il commandait des plats à emporter, et une fois, Élise avait préparé une ratatouille qui avait fait pleurer Chloé de joie. C'est exactement comme maman faisait, avait dit la petite, et Julien avait dû quitter la pièce un moment, les yeux brillants. Mais ce qui surprenait le plus Élise, c'était la transformation de Julien lui-même. L'homme arrogant qu'elle avait connu 6 mois auparavant s'effaçait peu à peu, révélant quelqu'un de plus doux, plus attentif. Il passait maintenant ses samedis après-midi au parc avec Chloé, au lieu de dans son bureau. Il avait commencé à assister aux réunions parents-professeurs de l'école. Il riait plus facilement, et quand il souriait, vraiment souriait, tout son visage se transformait. Un soir de février, alors que Paris était recouvert d'une fine couche de neige rare, Élise arriva chez eux pour trouver Chloé déjà endormie. Elle a eu une grosse journée à l'école, expliqua Julien en l'accueillant à la porte. Spectacle de danse. Elle était une fleur de cerisier. Elle a insisté pour que je filme tout pour que vous puissiez le voir. Élise sourit, sentant cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine. J'aurais aimé être là. Et moi aussi j'aurais aimé que vous soyez là. La voix de Julien était douce, chargée de quelque chose de non dit. Ils dînèrent sur la terrasse malgré le froid, emmitouflés dans des couvertures chaudes, regardant la neige tomber sur Paris illuminé. Julien avait ouvert une bouteille de vin rouge, un Bordeaux exquis qu'Élise n'aurait jamais pu se permettre. « J'ai quelque chose à vous dire », commença Julien, après un long silence confortable. « Le conseil d'administration m'a proposé de racheter 2 autres hôpitaux privés à Lyon. C'est une opportunité énorme. Ça pourrait tripler nos capacités, aider des milliers de patients supplémentaires. C'est merveilleux, dit Élise sincèrement. Vous devez être très fière. J'ai refusé. Elle le regarda, surprise. Quoi? Pourquoi? Julien se tourna vers elle, ses yeux gris reflétant les lumières de la ville. Parce que ça signifierait déménager à Lyon, être absent 3 ou 4 jours par semaine, manquer les spectacles de danse de Chloé, les dîners du mercredi soir, Il s'arrêta, cherchant ses mots. Les moments qui comptent vraiment. Julien. Isabelle me disait toujours que le succès sans connexion humaine n'était qu'une coquille vide. Sa voix tremblait légèrement. Je ne l'ai compris qu'après sa mort. Et même alors, il m'a fallu vous rencontrer pour vraiment le comprendre. Élise sentit son cœur battre plus fort. Que voulez-vous dire? Il se rapprocha assez pour qu'elle puisse voir les flocons de neige qui se posaient dans ses cheveux noirs. Vous avez passé 6 mois à travailler dans un bistrot miteux, à vivre dans un studio minuscule, à lutter pour survivre. Et pourtant, quand vous avez trouvé ma fille perdue et effrayée, vous avez utilisé vos derniers euros pour lui acheter un chocolat chaud. Vous êtes resté avec elle pendant des heures, alors que vous auriez pu simplement la confier à la police. N'importe qui aurait fait la même chose, murmura Élise, répétant les mots qu'elle avait prononcés cette nuit-là. Non, la voix de Julien était ferme. Non, Élise,
Pas n'importe qui. Surtout pas après ce que je vous avais fait. Vous auriez eu tous les droits de passer votre chemin, de me laisser paniquer, de savourer ma souffrance comme une vengeance. Mais vous ne l'avez pas fait. Parce que vous êtes... Il prit une profonde inspiration. Vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Les mots restèrent suspendus entre eux, cristallisés dans l'air froid de février, comme les flocons de neige qui continuaient à tomber doucement. Élise ne savait pas quoi dire, son cœur et son esprit se livrant une bataille silencieuse. « Je ne vous demande rien », continua Julien rapidement, voyant son hésitation. « Je sais que j'ai détruit votre confiance. Je sais que le pardon prend du temps, peut-être toute une vie. Mais je voulais que vous sachiez que quelque part entre cette nuit terrible à la gare et maintenant, je suis tombé amoureux de vous. » Le silence qui suivit sembla s'étirer pendant une éternité. Élise regardait cet homme qui tremblait légèrement, pas de froid, mais de vulnérabilité pure. L'homme qui avait ruiné sa carrière, puis qui avait passé 3 mois à essayer de réparer ce qu'il avait brisé. L'homme qui lisait des histoires à sa fille chaque soir, qui pleurait en regardant de vieilles photos de sa femme, qui avait appris à faire des crêpes juste parce que Chloé les aimait. « Il y a 6 mois, commença-t-elle lentement. Si quelqu'un m'avait dit que je serais assise ici sur votre terrasse, partageant un verre de vin avec vous, je l'aurais traité de fou. Je sais. J'ai passé tellement de nuits à vous haïr, à rejouer cette scène dans votre bureau encore et encore, à imaginer toutes les choses que j'aurais dû dire. » Elle but une gorgée de vin, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Mais la haine est épuisante. Et quelque part entre cette nuit à la gare et maintenant, elle répéta ses propres mots avec un petit sourire ironique. Quelque part, j'ai arrêté de vous haïr. Julien attendit, n'osant pas respirer. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens pour vous, admit Élise honnêtement. C'est compliqué, vous êtes le père de Chloé, que j'adore. Vous êtes mon employeur, techniquement. Vous êtes l'homme qui m'a fait plus de mal que quiconque. Et vous êtes aussi... Elle hésita puis continua courageusement. L'homme qui s'est tenu devant son personnel entier et a admis ses erreurs. L'homme qui a changé toute la politique de l'hôpital pour protéger les patients. L'homme qui a refusé une opportunité d'affaires majeure pour être présent au spectacle de danse de sa fille. Élise, elle leva une main pour l'arrêter. Je ne peux pas vous dire que je suis amoureuse de vous. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je peux vous dire que je veux essayer. De vous connaître. Le vrai vous. Pas le directeur d'hôpital arrogant, pas le veuf brisé, mais l'homme que vous êtes vraiment. L'espoir qui illumina le visage de Julien était presque douloureux à regarder. C'est tout ce que je demande. Une chance. Il tendit la main, hésitant, et après un moment, Élise y glissa la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Il y a une condition, dit Élise fermement. Tout ce que vous voulez. Pas de précipitation, pas de grandes déclarations, pas de gestes romantiques grandioses. Nous prenons notre temps. Nous apprenons à nous connaître comme 2 personnes normales, sans le poids de notre passé qui écrase tout. Julien hocha la tête, un sourire sincère étirant ses lèvres. Lent. Je peux faire lent. Ils restèrent assis ainsi pendant longtemps, main dans la main, regardant Paris se recouvrir de blanc. Au-dessus d'eux, à travers la porte-fenêtre, Chloé les observait depuis le couloir, un sourire radieux sur son visage endormi. Elle retourna dans sa chambre sur la pointe des pieds, serrant contre elle le dessin qu'elle avait fait, Élise elle-même et son papa, tous les 3 devant la tour Eiffel. 6 mois plus tard, le soleil d'août inondait le jardin de l'hôpital Saint-Louis, transformant l'espace vert en un havre de paix au milieu du chaos urbain. Élise s'assit sur un banc, épuisée après un shift de 12 heures, mais avec ce sentiment de satisfaction profonde qui venait d'avoir sauvé une vie ce matin-là, un homme en arrêt cardiaque qui respirait maintenant grâce à ses mains habiles. Son téléphone vibra. Un message de Julien. « Chloé insiste pour que tu viennes ce soir. Elle a une surprise. Moi aussi j'aimerais te voir. » Élise sourit, tapant sa réponse. « J'arrive à 19 heures. Dis à Chloé de ne pas rester debout trop tard. » Les 6 derniers mois avaient été extraordinaires. Elle et Julien avaient pris leur temps, comme elle l'avait demandé. Des dîners tranquilles, des promenades le long de la Seine, des conversations qui duraient jusqu'à l'aube. Ils avaient parlé de tout, de la mort d'Isabelle, du licenciement d'Élise, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs cicatrices invisibles. Et quelque part entre les confidences nocturnes et les petits déjeuners partagés avec Chloé, Élise avait réalisé quelque chose. Elle était tombée amoureuse. Pas du directeur d'hôpital riche et puissant, mais de l'homme qui pleurait en regardant de vieux films,
qui faisait des voix ridicules en lisant des histoires pour enfants, qui l'écoutait parler de médecine pendant des heures avec une fascination authentique. Ce soir-là, quand elle arriva chez eux, Chloé l'accueillit avec une excitation à peine contenue. « Élise, Élise, j'ai quelque chose à te demander. »« Qu'est-ce que c'est, ma belle ?» Chloé prit une profonde inspiration, sérieuse soudain. « Papa et moi, on a parlé et on voulait savoir si... » Elle regarda son père pour du soutien. Julien s'agenouilla à côté de sa fille, prenant la main d'Élise avec douceur. « On voulait savoir si tu accepterais de faire partie de notre famille. Officiellement. » Le cœur d'Élise s'arrêta. « Qu'est-ce que tu... »« Pas un mariage, » s'empressa de préciser Julien voyant sa panique. « Pas encore. Juste emménager avec nous, partager notre vie quotidienne, être là quand Chloé se réveille le matin, dîner ensemble tous les soirs, construire quelque chose ensemble. S'il te plaît, » supplia Chloé, ses grands yeux noisettes brillants d'espoir. « J'ai tellement besoin de toi, Élise. Papa aussi, même s'il est trop timide pour le dire comme ça. » Élise regarda ces deux visages, l'homme qu'elle avait haï et appris à aimer, et la petite fille qui avait touché son cœur dès le premier instant. Elle pensa à son studio minuscule, à la vie solitaire qu'elle avait menée pendant si longtemps, aux murs qu'elle avait construits autour de son cœur. Puis elle pensa à cette nuit de novembre, à une petite fille perdue qui avait fait confiance à une étrangère, au pouvoir du pardon, au courage de donner une seconde chance, à l'amour qui pouvait naître même des cendres de la haine. « Oui, » dit-elle doucement, sentant les larmes couler sur ses joues. « Oui, je veux faire partie de votre famille. » Le cri de joie de Chloé résonna dans tout l'appartement, et Julien serra Élise dans ses bras avec une tendresse qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Dans cette étreinte, Élise sentit enfin toutes les pièces brisées d'elle-même se rassembler, guérir, devenir quelque chose de plus fort qu'avant. Dehors, Paris brillait sous le soleil couchant, témoin silencieux d'une histoire qui avait commencé dans la douleur et se terminait dans l'espoir. Une histoire de pardon, de rédemption et de l'amour inattendu qui pouvait fleurir même dans les circonstances les plus improbables. Et quelque part, Élise l'aurait juré, elle pouvait sentir Isabelle sourire, heureuse que sa fille et l'homme qu'elle avait aimé aient trouvé quelqu'un qui les aimerait avec la même intensité qu'elle l'avait fait. 18 mois après qu'Élise ait emménagé avec Julien et Chloé, la vie avait pris un rythme doux et confortable que jamais elle n'aurait imaginé possible. L'appartement du 16e arrondissement était devenu son foyer, un vrai foyer, rempli de rires, de disputes occasionnelles sur qui avait oublié d'acheter du lait, et de ces petits moments de tendresse qui tissaient les familles ensemble. Ce matin de mars, Élise se réveilla avant l'aube, le corps de Julien chaud contre le sien dans leur lit partagé. Elle resta immobile un moment, écoutant sa respiration régulière, encore étonnée parfois de la tournure qu'avait prise sa vie. L'homme qui l'avait détruite dormait paisiblement à ses côtés et elle l'aimait, vraiment, profondément, complètement. Elle se glissa hors du lit sans le réveiller, enfilant sa robe de chambre pour aller préparer le petit déjeuner. C'était devenu leur rituel. Elle se levait tôt les jours où elle ne travaillait pas, préparait des crêpes ou des croissants et réveillait Chloé avec l'odeur du chocolat chaud qui embaumait l'appartement. Mais ce matin-là, quand elle ouvrit le réfrigérateur, une vague de nausée la submergea. L'odeur du fromage qu'elle adorait habituellement lui donna envie de vomir. Elle se précipita vers la salle de bain, son estomac se retournant violemment. 10 minutes plus tard, assise sur le carrelage froid, la réalité la frappa comme un coup de poing. Elle était médecin. Elle connaissait les signes. Les nausées matinales, la fatigue inhabituelle des dernières semaines, ses seins sensibles, et elle compta rapidement dans sa tête. Son cycle était en retard de 3 semaines. « Mon Dieu !» murmura-t-elle dans le silence de la salle de bain, ses mains tremblantes se posant instinctivement sur son ventre encore plat. 2 heures plus tard, après avoir déposé Chloé à l'école, Élise était assise dans son propre bureau à l'hôpital Saint-Louis, fixant les 3 tests de grossesse positifs alignés sur son bureau comme des preuves irréfutables. Elle était enceinte. Enceinte de Julien, l'homme qu'elle avait haï, puis aimé, et qui maintenant, la panique montait dans sa gorge. Ils n'avaient jamais parlé d'avoir des enfants ensemble. Julien avait Chloé. Peut-être qu'il ne voulait pas d'autres enfants. Peut-être que c'était trop tôt. Ils n'étaient même pas mariés. Et si cela changeait tout? Et si... Élise? La voix de Julien la fit sursauter violemment. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, une expression inquiète sur le visage. « Chloé m'a appelé, elle a dit que tu avais l'air malade ce matin. Je suis venu vérifier que tu allais bien. »
Élise rassembla rapidement les tests, mais pas assez vite. Les yeux de Julien se posaient l'un sur eux, et elle le vit comprendre instantanément. La couleur quitta son visage. « Tu es… » Il ne pouvait même pas finir sa phrase. « Enceinte, oui. » La voix d'Élise tremblait. « Je viens de le découvrir ce matin. Je ne savais pas comment te le dire. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Julien resta figé dans l'embrasure de la porte, ses yeux fixés sur les tests de grossesse, comme s'ils étaient des objets extraterrestres. Élise sentit son cœur se briser un peu plus à chaque seconde qui passait. Puis, lentement, Julien entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui. Il s'agenouilla devant la chaise d'Élise, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Tu as peur ?» dit-il doucement. Et ce n'était pas une question. « Terrifiée ?» admit Élise, les larmes débordant enfin. « Nous n'avons jamais parlé de ça. Je ne sais pas si tu veux d'autres enfants, si c'est trop tôt, si… » Élise. Julien l'interrompit en posant délicatement ses mains sur les joues d'Élise, l'obligeant à le regarder dans les yeux. « Quand Isabelle m'a annoncé qu'elle était enceinte de Chloé, j'ai paniqué. J'ai dit toutes les mauvaises choses, que ce n'était pas le bon moment, que nous n'étions pas prêts, que ma carrière… » Sa voix se brisa. « J'ai passé des semaines à être un imbécile terrifié avant de réaliser que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il essuya doucement les larmes sur les joues d'Élise. « Je ne vais pas refaire la même erreur. » Ses yeux gris brillaient d'une émotion intense. « Tu portes notre bébé, Élise. C'est la chose la plus extraordinaire, la plus miraculeuse que tu puisses me dire. » « Vraiment ?» La voix d'Élise n'était qu'un murmure. « Vraiment. » Julien sourit à travers ses propres larmes. « Je t'aime. J'aime Chloé. Et j'aime déjà ce petit être qui grandit en toi. » Élise se jeta dans ses bras, sanglotant maintenant de soulagement et de joie. Julien la tint serrée, embrassant ses cheveux, murmurant des mots doux en français que même elle pouvait à peine comprendre à travers l'émotion. « Il y a juste une chose, » dit Julien après un long moment, se reculant légèrement pour la regarder. « Quoi ? Épouse-moi. » Élise le regarda, bouche bée. « Quoi ?» Julien rit, un son riche et joyeux qui remplit tout le bureau. « Je sais que je n'ai pas de bague, que ce n'est pas romantique, que nous sommes dans ton bureau d'hôpital avec des tests de grossesse éparpillés partout, mais épouse-moi, Élise. Pas parce que tu es enceinte, mais parce que je veux passer chaque jour du reste de ma vie avec toi, parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce que Chloé t'adore, parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Le mariage eut lieu 6 semaines plus tard, par un après-midi ensoleillé d'avril dans les jardins du Luxembourg. C'était une cérémonie intime, juste la famille proche, quelques amis de l'hôpital, et Chloé comme demoiselle d'honneur, rayonnante dans une robe lavande qui lui donnait l'air d'une petite princesse. Élise portait une robe simple en dentelle ivoire qui dissimulait à peine son ventre qui commençait à s'arrondir. Elle n'avait jamais été aussi belle, pensait Julien en la regardant marcher vers lui dans l'allée bordée de roses blanches. La femme qu'il avait failli perdre par sa propre stupidité et son arrogance venait maintenant vers lui de son plein gré, prête à lier sa vie à la sienne. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit devant l'officiant. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle avec un sourire taquin qui fit rire l'assemblée. La cérémonie fut courte mais profondément émouvante. Quand vint le moment des vœux, Julien prit les mains d'Élise dans les siennes, sa voix tremblante d'émotion. « Élise, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme l'homme que j'étais quand nous nous sommes rencontrés, mais comme l'homme que tu m'as aidé à devenir. Tu m'as montré que le pouvoir sans compassion n'est que cruauté, que le succès sans amour n'est que vide. Tu as pardonné l'impardonnable, aimé celui qui ne le méritait pas, et transformé ma vie et celle de ma fille de façon que je ne pourrai jamais assez te remercier. Je promets de passer chaque jour à être digne de ton amour, de ton pardon et de ta présence dans nos vies. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Élise prit une profonde inspiration, ses propres larmes coulant librement. « Julien, quand je t'ai rencontré, tu as brisé mon monde. Mais en le brisant, tu m'as aussi forcé à le reconstruire, et cette fois, je l'ai construit avec des fondations plus solides, avec plus de courage, avec plus d'amour. Tu m'as donné Chloé, qui a rempli mon cœur d'une tendresse que je ne connaissais pas. Tu m'as donné un foyer, une famille, et maintenant, un bébé qui grandit sous mon cœur. Tu m'as montré que même les pires départs peuvent mener aux plus belles destinations. Je promets de t'aimer non pas malgré notre passé, mais à cause de lui, parce qu'il nous a rendus plus forts, plus compatissants, plus humains. Vous pouvez embrasser la mariée, annonça l'officiant avec un sourire.
Le baiser de Julien fut tendre, presque révérencieux, comme s'il scellait non seulement leur mariage, mais aussi la guérison complète de toutes les blessures entre eux. « Je t'aime, Madame Beaumont », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, Monsieur Beaumont », répondit-elle, et le titre qui aurait pu sembler comme une chaîne sonnait maintenant comme une promesse. 6 mois plus tard, la chambre d'hôpital de la maternité de Saint-Louis était baignée de la douce lumière d'octobre. Élise, épuisée mais radieuse, tenait contre sa poitrine un petit paquet emmitouflé dans une couverture bleue. Julien était assis à côté du lit, tenant Chloé sur ses genoux, tous deux fixant le nouveau-né avec une admiration émerveillée. « Il est tellement petit », murmura Chloé, caressant délicatement la petite main de son frère qui dépassait de la couverture. « Et il a tes yeux, papa. Et le nez d'Élise », ajouta Julien avec tendresse, embrassant le front de sa femme. « Il est parfait. Comment allons-nous l'appeler » demanda Chloé, levant les yeux vers ses parents. Élise et Julien échangèrent un regard chargé de sens. Ils avaient discuté de noms pendant des mois, mais au final, il n'y avait qu'un seul choix qui semblait juste. « Gabriel », dit Élise doucement. « Gabriel Beaumont. Ça signifie « force de Dieu » ou « messager de Dieu ». Parce que, continua Julien, sa voix rauque d'émotion, c'est un cadeau, un miracle, le symbole de tout ce que nous avons traversé et de tout ce que nous sommes devenus. Chloé sourit, testant le nom. Gabriel. J'aime ça. Bonjour Gabriel. Je suis ta grande sœur. Je vais te protéger et t'apprendre plein de choses. Le bébé bâilla, ses petits poings se serrant, et quelque chose dans ce geste innocent fit fondre le cœur d'Élise. Elle regarda autour d'elle, son mari, sa belle-fille qui était devenue sa fille de cœur, et maintenant leur fils, sa famille, la famille qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. « Tu te souviens de cette nuit à la gare du Nord ?» demanda Julien doucement, lisant dans ses pensées comme il le faisait si souvent maintenant. « Chaque jour, » répondit Élise. « Je me souviens de tout, la peur, la colère, le choc de te voir. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, je ne changerai rien. » Elle sourit à travers ses larmes heureuses, même la douleur, même l'humiliation, parce que tout cela nous a amenés ici, à ce moment, à cette famille. Julien se pencha, embrassant Élise avec une tendresse profonde, puis posa un baiser sur la tête de Gabriel. « De toute ma vie, je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi stupide que de te licencier, mais licencier la femme qui allait devenir mon épouse et la mère de mon fils. » Il rit doucement. Le destin a un sens de l'humour tordu. « C'est ou peut-être, » dit Élise pensivement, « peut-être que parfois les gens doivent être complètement brisés avant de pouvoir se reconstruire en quelque chose de meilleur. » Un coup frappa à la porte, et l'équipe médicale entra, des collègues d'Élise de l'hôpital Saint-Louis, venus féliciter leur consoeur bien-aimée. Parmi eux se trouvait Dr Martine Dubois, la chef du service des urgences, qui avait été la première à accueillir Élise à son retour. « Félicitations, Élise », dit-elle chaleureusement, admirant le bébé. « Il est magnifique. »« Merci, Martine. Nous avons tous hâte de te revoir au travail », ajouta un autre collègue. « Mais prends ton temps. La maternité est sacrée. » Julien sourit, serrant la main d'Élise. « Elle reviendra quand elle sera prête. Et cette fois, nous avons embauché suffisamment de personnel pour qu'elle puisse avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. »« Tu apprends vite, » taquina Élise. « J'ai un excellent professeur, » répondit-il en l'embrassant à nouveau. 2 ans plus tard, par un après-midi de novembre, exactement 3 ans après cette nuit fatidique à la gare du Nord, la famille Beaumont se tenait devant l'entrée nouvellement inaugurée de l'aile pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis. Au-dessus de la porte brillait une plaque en bronze, « Elle, Isabelle Beaumont », en mémoire d'une médecin exceptionnelle et d'une mère aimante. Chloé, maintenant âgée de 10 ans, tenait la main de Gabriel qui trottinait à ses côtés, un petit garçon curieux de 2 ans avec les yeux gris de son père et le sourire doux de sa mère. Élise se tenait entre Julien et les enfants, son cœur gonflé d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Maman aurait adoré ça », dit Chloé doucement, touchant la plaque avec révérence. Elle voulait toujours que l'hôpital ait une meilleure aile pédiatrique. « Car c'est pour ça que nous l'avons construite, » répondit Julien, sa voix épaisse d'émotion. « Pour honorer sa mémoire, pour que chaque enfant malade qui franchira ses portes reçoive les meilleurs soins possibles. » Élise serra la main de son mari, comprenant la profondeur de ce moment. Cette aile représentait plus qu'un simple ajout à l'hôpital. C'était la preuve de la transformation de Julien, son engagement à placer les patients avant les profits, l'humanité avant l'efficacité. « Elle serait fière de toi, » murmura Élise, « de l'homme que tu es devenu. »
Nous sommes tous devenus meilleurs, répondit Julien, regardant sa famille assemblée, grâce à cette nuit où le destin nous a réunis de la façon la plus improbable. Gabriel tira sur la jupe d'Élise. « Maman, on peut voir l'intérieur. »« Bien sûr, mon cœur. » Ils entrèrent dans la nouvelle aile, les enfants courant devant avec excitation pour explorer les salles colorées, les aires de jeux thérapeutiques, les chambres équipées des technologies médicales les plus avancées. Julien et Élise marchaient main dans la main derrière eux, observant leurs enfants avec un amour qui débordait de chaque regard. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Élise soudainement. « Quoi ? Si tu ne m'avais pas licencié, si je n'avais pas travaillé dans ce bistrot, si je n'avais pas pris ce train précis cette nuit-là, nous ne serions jamais arrivés ici. Gabriel n'existerait pas. Nous ne serions pas une famille. » Julien s'arrêta, la faisant pivoter pour la regarder dans les yeux. « Es-tu en train de me dire que tu es reconnaissante que je t'ai licenciée ?» Élise rit, un son riche et joyeux qui remplit le couloir. « Non. Je dis que parfois les pires moments de nos vies sont en réalité des portes vers les meilleurs, que le pardon est plus puissant que la vengeance, que l'amour peut naître même de la haine, et que, elle posa une main sur sa joue, que je suis exactement où je dois être, avec toi, avec nos enfants, ici. » Julien l'embrassa, un baiser doux et tendre qui goûtait les promesses tenues et les futurs partagés. Autour d'eux, l'hôpital bourdonnait de vie, médecins courant pour sauver des vies, patients luttant pour guérir, familles s'accrochant à l'espoir. Et au milieu de tout cela, deux personnes qui avaient commencé comme ennemies se tenaient ensemble, unies non pas malgré leur passé douloureux, mais à cause de lui. Parce que chaque cicatrice racontait une histoire, chaque blessure avait enseigné une leçon, et chaque moment de ténèbres avait rendu la lumière qui suivait encore plus brillante. Chloé revint en courant, Gabriel dans ses bras. « Papa, Élise, il y a une salle de jeu incroyable avec des jouets médicaux. Gabriel veut être médecin comme vous quand il sera grand. »« Comme nous, » corrigea Élise doucement, ébouriffant les cheveux de Chloé. « Nous sommes tous une équipe, une famille, la meilleure famille, » acquiesça Chloé avec un grand sourire. Alors qu'ils sortaient dans le crépuscule parisien, Paris s'illuminant autour d'eux comme elle le faisait chaque soir, Élise leva les yeux vers le ciel. Quelque part là-haut, elle imaginait Isabelle les regardant, souriant peut-être, heureuse que sa fille et l'homme qu'elle avait aimé aient trouvé quelqu'un qui les aimerait avec la même férocité qu'elle l'avait fait. « Merci », murmura Élise vers le ciel, et elle ne savait pas si elle parlait à Isabelle, au destin ou à l'univers lui-même. Julien la regarda avec curiosité. « À qui parles-tu ?»« À tous ceux qui nous ont amenés ici, » répondit-elle avec un sourire mystérieux. Et main dans la main, la famille Beaumont rentra chez elle à travers les rues de Paris, portant avec eux l'histoire de deux âmes brisées qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables, qui avaient choisi le pardon plutôt que la haine, l'amour plutôt que la vengeance, et qui avaient construit à partir des ruines de leurs erreurs passées quelque chose de beau, de durable et de profondément, merveilleusement humain.